Et ce n'est plus qu'une question de secondes maintenant. Vous le voyez sur ces images, c'est le direct à Washington. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avec à ses côtés Donald Trump et les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn et des Émirats arabes unis, vont signer dans les toutes prochaines secondes un accord historique à Washington, un traité de reconnaissance mutuelle. Il normalise les relations entre ces deux pays arabes et Israël. Voilà 26 ans, un quart de siècle que ce n'était plus arrivé à l'État hébreu qui rompt ainsi son isolement dans la région. Le tout sous l'égide de Donald Trump, le parrain américain de ces accords d'Abraham, comme il les appelle. Alors est-ce que cette signature sera conclue d'une poignée de main entre les différents signataires? C'est la question qu'on peut se poser à l'heure qu'il est. Coronavirus oblige, le protocole n'a pas prévu de contact physique entre ces personnalités, mais il faut dire que dans l'assistance, eh bien, peu arborent le fameux masque de distanciation aujourd'hui, masque de protection face au coronavirus, qui peut laisser imaginer eh bien, qu'au final, une poignée de main viendra sceller cet accord entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, trois pays qui, jusqu'au mois dernier, n'entretenaient pas de rapport direct. Ce n'était pas la guerre, même si ce traité est intitulé accord de paix, mais en tout cas, c'était une ignorance mutuelle qui trouve un aboutissement aujourd'hui avec cet accord qui devrait permettre, dans les toutes prochaines semaines, un envoi d'ambassadeurs et puis également, bien sûr, des relations économiques désormais possibles, la possibilité également pour les ressortissants israéliens de se rendre tout à fait librement à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et réciproquement. Voilà, vous le voyez, il se lève, Benjamin Netanyahou, qui montre le texte de l'accord paraphé de sa main et de celui des ministres des Affaires étrangères d'Abu Dhabi et de Bahreïn. Donald Trump fait de même, ils se sont exprimés quelques minutes auparavant. Voilà, cet accord est désormais signé. Y aura-t-il une poignée de main? Vous le voyez, Donald Trump qui semble interroger ses voisins de table et tous décident de mettre cette main sur le cœur qui semble montrer leur attachement à ce nouveau texte. Il faut dire que pour Donald Trump, on est à 2 mois maintenant de l'élection présidentielle aux États-Unis et il en fera à coup sûr un argument de campagne de cet accord, son premier véritable traité, ou en tout cas celui signé sous son mandat, car il faut dire jusqu'à présent, la présidence américaine n'a pas vraiment été couronnée de réussite pour Donald Trump en matière de traités internationaux. Il a échoué à obtenir le moindre accord de la Corée du Nord à l'issue de mois entiers de négociations. Et là, finalement, eh bien, il parvient à mettre la première touche à son fameux Big Deal pour le Proche-Orient. Reste évidemment à savoir si d'autres pays rejoindront dans les prochaines semaines cet accord. On évoque le cas d'Oman, le cas du Soudan, deux pays auxquels le secrétaire d'État américain a rendu visite dernièrement, Mike Pompeo, qui était dans ces deux pays, qui n'a pas obtenu pour l'heure d'accord de leur part, mais il a réussi à décrocher celui de Bahreïn. Reste à savoir aussi, bien sûr, si l'État qui est dans toutes les têtes, l'Arabie saoudite, se joindra lui aussi et finira par reconnaître Israël. Pour beaucoup, en tout cas, la présence de Bahreïn aujourd'hui à cette table est sans équivoque. Si le ministre bahreïni des Affaires étrangères a pu se rendre à Washington pour engager son pays dans la voie d'un accord de reconnaissance mutuelle avec Israël, c'est qu'il a eu forcément l'autorisation de l'Arabie saoudite pour le faire. Autrement dit, eh bien, il pourrait y avoir dans les prochaines semaines ou les prochains mois un accord en bonne et due forme entre Israël et l'Arabie saoudite qui permet d'ores et déjà aux vols issus de ces différents pays de survoler son territoire. C'est à la fois très symbolique, mais également ça en dit long sur l'intention aujourd'hui du pouvoir de Mohamed Ben Salman, qui est évidemment le grand absent aujourd'hui à cette table. Voilà, les 4 signataires face aux journalistes. Il n'y a pas eu de poignée de main à l'heure qu'il est, mais vous voyez, l'assistance se lève. Sarah Netanyahou, on voit sa chevelure blonde au premier rang et cette robe bleue. Et puis, vous le voyez, de l'autre côté de la travée, eh bien, c'est Melania Trump qui est à l'extrême droite de l'écran et qui, elle aussi, applaudit la signature de cet accord entre les 3 pays. Voilà, on continue de parapher les documents. Y aura-t-il la fameuse poignée de main? On l'attend, évidemment, ce serait l'instant historique qui serait immortalisé par les caméras 27 ans après la signature des accords d'Oslo. Et c'est un peu, d'une certaine manière, la mort d'Oslo aussi qu'entérine aujourd'hui cet accord, puisque
On le sait, les Palestiniens s'estiment trahis par cette signature. Reste à savoir, bien sûr, si là aussi, dans les prochaines semaines, ces pays qui s'engagent, les Émirats arabes unis et Bahreïn, arriveront à obtenir pour les Palestiniens un gel durable de l'annexion des colonies en Cisjordanie. C'est visiblement un des objectifs avancés, du moins par les Émirats arabes unis, dans la signature de cet accord. Ils ont déjà réussi à obtenir le gel de cette annexion. Benyamin Netanyahou ira-t-il plus loin en renonçant à conquérir ces territoires qu'il revendique aujourd'hui pour Israël? Ce sera évidemment là aussi le voile qui sera levé dans les prochains mois. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Arié Ben Semoun, directeur exécutif d'Elnet France. Bonjour. Bonjour. Comment vivez-vous ce moment? Pour vous, c'est historique. Premier accord signé entre Israël et un pays arabe depuis 1994 et la Jordanie. Aujourd'hui, 2 pays supplémentaires joignent leur voix à celle de l'Égypte et de la Jordanie en normalisant leurs relations avec Israël. Écoutez, c'est plutôt une bonne journée et une bonne nouvelle. L'histoire est en marche et tous ceux qui sont attachés à la coexistence, à la paix, à la fraternité devraient se réjouir que cette journée puisse avoir lieu. Et je crois que c'est un grand moment d'espoir pour l'ensemble de la région et il n'y a pas de laisser pour compte dans cet accord qui a été signé là immédiatement à Washington. Contrairement à ce que j'ai entendu dans le commentaire, ça bénéficiera à l'ensemble des pays arabes et ça bénéficiera également aux Palestiniens, parce que contrairement à ce qui a été dit dans le commentaire, ce n'est pas d'une certaine manière l'échec des accords d'Oslo, mais c'est au contraire la continuation de ce qui s'est passé à Oslo. Il y a une autorité palestinienne que les accords d'Oslo ont permis de créer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il y a aujourd'hui un espoir de paix qui est proposé par le plan de Donald Trump. Ce n'est pas un plan qu'il faut accepter tel qu'il est, c'est une base de discussion, de négociation. Encore faut-il que l'autorité palestinienne veuille rentrer dans la discussion et la négociation. Et je crois au contraire qu'il y a là l'opportunité enfin d'avoir la paix entre les pays arabes et Israël et à trouver une solution juste et équitable pour qu'il y ait aussi un État palestinien qui puisse être créé et qui fasse droit aux revendications les plus essentielles qui sont celles exprimées non pas par l'autorité palestinienne qui malheureusement a raté toutes les occasions de rater une occasion, mais par le peuple palestinien, par les Palestiniens eux-mêmes qui aspirent à la paix, qui aspirent à la coexistence dans leur immense majorité. Alors on trouvera toujours des extrémistes pour continuer à nourrir l'idée qu'il faut détruire Israël, mais je crois que ce n'est plus d'actualité. C'est en tout cas le message extrêmement important que les États arabes sunnites du Golfe sont en train d'envoyer. L'intégration régionale d'Israël ouvre la voie à la paix des cœurs, à la paix des braves et à la solution de l'ensemble des problèmes qui ont été créés, non pas parce qu'il y aurait eu un problème palestinien avant, mais tout simplement parce que le monde arabe a rejeté l'existence d'Israël en 1948 en déclarant la guerre et en créant une situation qui malheureusement est celle qui perdure depuis 72 ans. Donc, je suis très heureux, beaucoup d'espoir et j'espère que cette main tendue sera saisie par tous ceux qui veulent vraiment la paix et qui veulent sortir des discours tout faits. Je vais donner la réponse à Bertrand Heilbronn dans un instant, mais une main tendue en tout cas qui concrètement n'a pas été saisie à l'instant puisqu'il n'y a pas eu de main tendue, coronavirus oblige, ça ne vous étonne pas, là, il n'y a pas eu de poignée de main, vous n'êtes pas déçu, Arié Ben Semoun? Non, je ne suis pas déçu que les gestes barrières soient respectés. Je pense que le cœur y est. Les Bahrainis, les Émiratis, avec la bénédiction, ça a été dit dans votre commentaire, des Saoudiens, sont venus à Washington pour enterrer la hache de guerre, pour normaliser leurs relations avec Israël. Et c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Au-delà des Émiratis et au-delà des Bahrainis, c'est une solution gagnante pour tous les Arabes de la région. Imaginez ce que le monde arabe associé à Israël peut faire pour justement améliorer les conditions de vie d'une région qui est malheureusement en proie au chaos depuis tellement de décennies. Il y a un espoir extraordinaire. Il faut le saisir. Et je pense qu'avec ou sans poignée de main, comme vous l'avez dit, il y a là quelque chose qu'il faut absolument encourager, soutenir et arrêter de vouloir entretenir toujours les mêmes mauvaises idées qui viennent de ce logiciel périmé qui fait que le Moyen-Orient n'a pas réussi à évoluer depuis 70 ans. Bertrand Heilbronn,
Stone, pensez-vous, et j'imagine que non, vous allez nous dire pourquoi, comme Arieh Ben Semoun, que cet accord est un jalon pour la paix, une manière de surmonter finalement 27 ans d'impasse et d'échecs depuis Oslo? Évidemment que non. Il fallut beaucoup d'efforts, M. Ben Semoun, pour parler de paix à propos de cet accord. D'abord, ce n'est pas un accord de paix, puisque en fait, les Émirats arabes unis n'étaient pas en guerre avec Israël. Il y a une mise en scène. En tout cas, il permet de garantir la paix à brève échéance entre ces trois pays, même si, vous l'avez dit, n'était pas menacé d'une guerre. On n'a jamais parlé de guerre. Mais justement, cet accord est aussi dans une logique de guerre pour plusieurs raisons. D'abord, il enterre l'initiative de paix de la Ligue arabe, qui était une initiative globale. Il n'a pas protesté contre cet accord. Qui n'a pas réussi à retrouver son unité par rapport à ça, mais qui a, par exemple, rejeté unanimement le plan Trump. Mais effectivement, cette initiative de paix, lancée en 2002, confirmée en 2007, donnait à Israël la possibilité d'une intégration complète dans l'unité avec les pays arabes de la région. Israël n'a même pas pris une minute pour discuter de cette initiative à la Knesset. Là, elle est dans une tentative à la fois de division. Il s'agit d'essayer de mettre un coin dans l'unité arabe, réussi, pas trop mal, mais aussi une logique de guerre, parce qu'on est dans la logique de la rupture de l'accord sur le nucléaire iranien, de la logique de guerre avec l'Iran qu'il faut alimenter. On va m'expliquer que la livraison de F-35, c'est pour planter des oliviers, j'y crois pas trop. Benyamin Netanyahou semble pour l'instant ne pas y être favorable à cette livraison de F-35 d'avions de chasse américains aux Émirats arabes unis. Je ne sais pas où ils en sont dans leurs discussions, dans les discussions avec l'administration américaine, mais il est clair aujourd'hui que là, on se place dans une logique d'affrontement, notamment avec l'Iran. Je ne prends pas parti, moi, en tant que représentant de l'association France-Palestine Solidarité dans cet affrontement, mais je dis simplement, il y avait une logique de paix qui s'était mise en place à travers l'accord nucléaire iranien, et cet accord multilatéral, il a été dénoncé sous pression israélienne. Comme l'agression contre l'Irak en 2002 a été faite aussi sous pression israélienne. Et qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré l'État islamique. Donc faisons attention, c'est grave. Ceux qui parlent de paix, souvent, sont ceux qui la combattent le plus. Et moi, je dirais d'abord et avant tout, il n'y a pas de paix sans justice. Quant aux tentatives de dire le peuple palestinien veut la paix et c'est les dirigeants qui n'en veulent pas, le peuple palestinien est un peuple qui débat. Il aime bien le débat politique. Mais pour ce qui est du rejet du plan Trump et du rejet de l'accord des Émirats, là, depuis Mahmoud Abbas jusqu'à tous les Palestiniens, ils sont tous d'accord, ce n'est pas admissible. Arieh Ben Semoun, en tout cas, le premier effet, c'est que d'après l'armée israélienne, 2 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet accord crée de nouvelles tensions, y compris militaires, entre Israël et ses voisins palestiniens? Écoutez, le risque de tension dans la région, il est permanent et ça n'a échappé à personne. Le Hamas, qui est une organisation terroriste qui contrôle par la force depuis maintenant une quinzaine d'années la bande de Gaza, ne ratera évidemment aucune occasion de faire parler d'elle en tirant des missiles, en envoyant des ballons incendiaires et en essayant de déstabiliser la région. C'est la seule chose qu'ils savent à peu près bien faire. Et évidemment, tout cela se faisant au détriment de la population qui, elle, souffre parce qu'elle est prise en otage par une organisation islamiste et terroriste. Alors, moi je veux bien entendre tout ce que j'entends, mais on ne peut pas tout mélanger et on ne peut pas tout confondre. Évidemment qu'il y a des tensions dans la région. Évidemment que cette normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et le Bahreïn ne va pas régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Mais il ouvre des perspectives de cohabitation, de normalisation, d'intégration régionale et de partenariat politique et économique qui va apporter un mieux à l'ensemble de la région. Alors, on nous parle de l'initiative arabe, mais l'initiative arabe, ce sont les Arabes eux-mêmes qui viennent de l'enterrer, ce n'est pas Israël, ce sont les Arabes qui ont renoncé finalement au plan qu'ils avaient proposé au début des années 2000 parce que ce plan ne fonctionnait pas et parce que peut-être le temps n'était pas venu de procéder à ces évolutions. Ce sont aujourd'hui les États arabes, les États du Golfe, ce sont l'Arabie saoudite, c'est également, on l'a dit, le sultanat d'Oman, c'est le Soudan, c'est également le Maroc, dont on parle comme étant un pays qui pourrait rejoindre ce mouvement-là. Ce sont les pays arabes dans leur immense majorité qui, sortis exempts des printemps arabes,
voulant s'inventer un avenir meilleur pour tout un tas de raisons. Alors on peut parler de la menace iranienne, on peut parler de la fin de la rente pétrolière, on peut parler de tous les sujets que vous voulez. Le fait est qu'il y a aujourd'hui une réalité, c'est que le monde arabe ne veut plus de la guerre avec Israël, veut la normalisation, veut l'intégration d'Israël, veut la réconciliation, pour tout un tas de bonnes raisons. Certains pourraient dire de mauvaises raisons également, mais peu importe. Vous savez, les questions politiques, les questions stratégiques, l'essentiel, c'est qu'à un moment ou à un autre, les États puissent se rencontrer pour faire la paix. Et contrairement à ce que dit mon débatteur et mon contradicteur ce soir, les Palestiniens ont tout à gagner. On dit les Palestiniens aiment le débat. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Ils débattent comment, les Palestiniens? Ils ne sont pas capables de s'entendre entre le Hamas, la bande de Gaza, et le Fatah qui gouverne la Cisjordanie. Il n'y a pas eu d'élection dans les territoires palestiniens depuis 15 ans. Et Mahmoud Abbas, qui débat tellement bien avec sa population... Vous n'êtes jamais allé en Palestine, si vous pensez que les Palestiniens n'aiment pas le débat, quand même. Mais monsieur, j'y vais plus souvent vraiment, que vous. Et la société palestinienne est vivante, monsieur Ben Semoun. La société palestinienne est vivante. C'est sa vie, c'est justement sa grande force d'avoir une société civile. On va laisser Ben Semoun terminer, puis vous pourrez lui répondre. Bon, monsieur, laissez-moi... Monsieur, allez-y. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai écouté tranquillement. Voilà, il n'y a pas de débat dans la société palestinienne, puisque la société palestinienne est dirigée par un dictateur qui est au pouvoir depuis 15 ans et qui est et qui a prolongé son mandat de 4 ans sans aucune légitimité, sans aucune légalité. Donc il n'y a pas de débat, il y a une société palestinienne qui est prise en otage par les plus radicaux, qui est prise en otage par les islamistes à la bande de Gaza et par les extrémistes dans la Cisjordanie, avec une impossibilité de pouvoir se développer, s'organiser. Il y a là une opportunité extraordinaire, une vraie main tendue pour que les Palestiniens aient enfin un État qui ne se substitue pas à l'État d'Israël, mais qui vit vraiment aux côtés d'Israël dans une région qui va être une région pacifiée. Moi, je suis optimiste, je suis enthousiaste, et à la place qui est la mienne comme directeur de l'organisation Elnet, je fais tout pour faire en sorte que cette coopération, ce dialogue puisse prospérer avec les Arabes, avec les Palestiniens et avec tous ceux qui voudront donner la main, non pas pour aller chercher encore une fois la confrontation, la conflictualité, mais avec tous ceux qui vont faire en sorte que la paix sera possible. Mais la paix, ce n'est pas qu'un mot, c'est la réalité. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Washington, c'est quand même extraordinaire de parler de la paix comme ça, comme vous le faites. Bertrand Heilbronn, quel est le recours aujourd'hui? Quel recours ont les Palestiniens, d'après vous, pour défendre leurs intérêts? Alors d'abord, c'est de tenir. D'abord, c'est de tenir et de dire que non, ils n'abandonneront jamais leurs droits et que ce n'est pas à qui que ce soit d'imposer ce qui doit être leur droit. Si l'Arabie saoudite, pardonnez-moi, signait un accord à son tour avec Israël, est-ce que ce ne serait pas le coup de grâce pour la cause palestinienne? Écoutez, les Palestiniens ont subi dans l'histoire plusieurs coups de ce type-là. Ils ont toujours tenu bon. Et là, je pense que aussi une autre réponse, c'est de retrouver l'unité palestinienne. Les conférences qu'il y a eu pour l'unité palestinienne le 3 septembre est quand même plus prometteuse que les précédentes. On en parle, le gouvernement d'union... c'est pas la première fois. Je voudrais faire part d'une inquiétude, parce que la dernière fois qu'il y a eu le gouvernement d'union, c'était en 2014, et quelques mois après, Israël déclenchait la guerre contre la population de la bande de Gaza. Donc on sait très bien que Israël ne veut pas d'une société palestinienne qui soit unie. Je rajoute, franchement, il y a bien sûr les forces politiques, et c'est très important qu'elles s'entendent. Il y a aussi la magnifique société civile palestinienne, les organisations... Il faut pas des élections aussi, peut-être, pour une représentativité Alors, de oui, ces instances. Les élections, vous savez qu'un des obstacles à la tenue d'élections, c'est que l'État d'Israël ne veut pas que les Palestiniens de Jérusalem votent. Donc ça, c'est un des problèmes aussi si des élections doivent être tenues. Donc là, effectivement, dans le cas d'un renouveau de l'unité palestinienne, il faut que les États européens et ceux du monde entier fassent pression pour que les habitants de Jérusalem, palestiniens, puissent voter. Ça, c'est très important aussi. Pour vous, les Européens, aujourd'hui, ils jouent un rôle clé pour l'avenir de la cause palestinienne? Malheureusement, non. Malheureusement, non. L'Europe reste faible dans le domaine de la politique étrangère. Elle est paralysée par la règle de l'unanimité. Elle tient sur ce qu'elle appelle les paramètres internationalement reconnus, ceux qui sont foulés aux pieds par Netanyahou et Trump. Mais les deux États. Donc, en gros, c'est... Deux États sur les frontières de 67. Deux États sur les frontières de 67, qui est d'ailleurs la position reconnue par les Nations Unies, l'Assemblée générale
du 29 novembre de 2012, qui a reconnu la Palestine. Donc oui, il y a effectivement un fondement de droit international qui est défendu par l'Union européenne. Au-delà de ça, ses capacités d'intervention sont limitées par la règle de l'unanimité. Arieh Ben-Semoun, cette résolution de 2012 et ce retour à deux États aux frontières de 67, vous direz ce soir que c'est caduc, pour reprendre l'expression d'Yasser Arafat parlant de la charte de l'OMP qui appelait à la destruction d'Israël? D'abord, c'est caduc parce qu'il y a un problème, c'est que la plupart du temps, quand vous interrogez des personnalités qui veulent défendre la cause palestinienne, ils emploient des techniques qui procèdent du mensonge, de la mauvaise foi, de l'approximation, de la caricature et du déni. On peut dire la même chose des deux côtés dans ce débat. Et du droit international et de l'histoire. Les frontières de 67, cher monsieur, si vous faites un peu de sciences politiques, vous savez que ça n'existe pas. C'est une ligne de démarcation qui est celle de la guerre de 1948 qui a été déclarée par les Arabes. Donc il n'y a pas de frontière de 67 puisque la frontière délimite il y a les résolutions entre deux États. 29 novembre 2002 reconnu par les Nations Unies. Il n'existe toujours pas d'État palestinien. Pardonnez-moi. Après, on peut pas en permanence dire qu'il n'y a pas de démocratie chez les Palestiniens parce que c'est la faute des Israéliens. Il n'y a pas de réconciliation entre le Hamas et oui, alors on va en rester là. Un mot chacun, s'il vous plaît. Vraiment, Arieh Ben-Semoun. Tout ça n'est pas très sérieux. Si on veut évoluer, je pense qu'il faut déjà commencer par libérer les Palestiniens, des gens comme M. Elbron, qui font mine de les soutenir, mais qui en fait les entretiennent dans l'irrédentisme. François Elbron a été cité, Bertrand Elbron, à l'autre, a été cité. Vous répondez brièvement et puis on arrête parce que moi je crois que d'abord il ne faut pas oublier les Palestiniens qui subissent une occupation, qui subissent une spoliation, qui subissent l'emprisonnement, qui subissent le siège. C'est l'incurie de leurs dirigeants. Donc il ne faut pas effectivement les oublier. C'est la première chose. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice. Et là, on n'est pas du tout dans une démarche de paix. Ça, c'est ma conclusion. Merci à vous, Bertrand Elbron. Merci également à Arieh Ben-Semoun qui vous a porté la contradiction.